Bonjour à toutes et tous. Avant d'attaquer ce quatrième webinaire de la cellule nationale de veille, quelques petites règles de fonctionnement. Donc, comme vous êtes plus de 200 inscrits, les micros et les caméras sont coupés automatiquement et vous pourrez bien sûr échanger avec nous par l'intermédiaire du chat. Alors, le webinaire sera être enregistré, donc vous pourrez le redécouvrir après coup. Donc, bienvenue dans ce quatrième webinaire qui est animé par la cellule nationale de veille sur les formats. Donc, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Donc, Emeline Levasseur, chef de projet pour la reprise des données et pour la préservation au département de l'administration des données aux archives nationales. Et Yannick Grandcola, expert de préservation numérique, chef du produit système de préservation et d'archivage répartis, DISPAR, à la Bibliothèque nationale de France. Et moi-même, expert en archivage numérique au service interministériel des archives de France. Nous allons vous accompagner tout au long de ce webinaire d'une petite heure. Rappelons en premier lieu que la cellule nationale de réflexion et d'échange sur la problématique des formats de fichiers est née en 2019 et a été constituée sous l'égide de l'association Aristote et plus précisément du groupe PAIN. Elle regroupe plus d'une dizaine d'institutions publiques dont la pérennisation numérique est une part importante de l'activité ou qui ont des besoins importants pour la préservation de leur patrimoine numérique, ainsi que des acteurs du secteur privé ou des experts invités. 2 webinaires en novembre 2020 ont permis de présenter son organisation et ses travaux. Vous pouvez les redécouvrir sur la page du site dont on vous mettra le lien à disposition. Le webinaire du 15 juin 2021 était quant à lui consacré au Digital Preservation Handbook et son projet de traduction française par le sous-groupe traduction de la cellule. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de l'expérience des archives nationales, membres de la cellule qui collectent des données numériques depuis les années 80 en suivant la politique dite Constance. Le contexte de production et de collecte des archives numériques ont beaucoup évolué dans les années 2010 et avec la mise en service en novembre 2018 de la plateforme d'archivage électronique, les pratiques mises en place par Constance doivent être renouvelées. La pérennisation est au cœur de ce renouvellement et s'inscrit comme objectif de la stratégie 2021-2025 des Archives nationales, l'occasion pour elle de vous en expliquer la teneur à travers l'exposé d'Emeline Levasseur. L'actualité internationale de la préservation numérique et les actualités de la cellule vous seront ensuite présentées par la Bibliothèque nationale de France par la voix de Yannick Grandcola. Et enfin, nous répondrons aux questions que vous aurez pu poser dans le chat. Bon webinaire! Merci beaucoup Dominique, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, dans cette présentation, je vais donc m'attarder quand même un petit peu sur ce que Dominique a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la politique Constance, qui est donc la politique dont on a hérité en termes de traitement et de conservation des archives numériques. Et je vais vous expliquer comment on est arrivé à un nécessaire renouvellement de cette politique à partir des années 2010. Ce renouvellement s'est vraiment senti être nécessaire à partir de 2015 et surtout en 2018. Je reviendrai sur ces moments un peu ces moments importants. Ce renouvellement, comme le disait Dominique, s'inscrit vraiment dans la stratégie 2021-2025 des archives nationales. C'est un objectif en soi. Et donc, par cette présentation, je vais vous présenter les chantiers qu'on a pu déjà commencer, notamment de la reprise des données et aussi en positionnant la focale sur les entrées de messagerie notamment et sur les archives audiovisuelles. Et je terminerai par les perspectives, donc les actions qui nous restent à engager pour mener à bien donc l'objectif que l'on s'est fixé pour 2025. Qu'est-ce que Constance? Déjà Constance, ça veut dire conservation et traitement des archives nouvelles constituées par l'électronique, et c'est donc la politique, les processus et les méthodes mises en place pour traiter et conserver les données numériques et leurs métadonnées.
Cette politique, elle est mise en place dans les années 1980 et c'est grâce à celle-ci qu'en 1983, on va effectuer la première collecte d'archives numériques. Cette méthode, elle est complètement adaptée finalement à une typologie de données qu'on va collecter pendant plus de 20 ans, même 25 ans. Il s'agit des données issues des enquêtes statistiques qui, à l'époque, en fait, sont issues donc, des premières bases informatiques qui sont créées par quelques ministères et institutions pionniers dans ce domaine, c'est-à-dire l'INSEE, l'INED, le ministère de l'Agriculture aussi et l'ancien ministère de l'Équipement et des Transports. Cette méthode prévoit un traitement sur les données et sur les métadonnées. En ce qui concerne les données, les fichiers en fait, qui sont créés à partir des données d'enquête sont stockés sur des bancs DTO. On est donc sur un stockage à froid. Les fichiers sont archivés à plat sur ces bandes et nommés de manière homogène. Et c'est ce nommage, en fait, c'est une métadonnée, il est vraiment porteur de sens puisqu'il va venir structurer les données qui sont, elles, à plat, vu qu'on a en fait le numéro de versement et le numéro d'article dans ce nommage. En ce qui concerne les métadonnées, que nous appelons informations de représentation, elles sont saisies dans des bases documentaires, des bases SynDoc, et on a aussi la documentation papier qui est aujourd'hui numérisée, mais qui vient donc documenter en fait les échanges avec le producteur et les opérations d'archivage des données. Donc en fait, dès 1980, Constance a mis en place l'OAIS avant même que l'OAIS n'existe. Pourquoi on dit ça ? Parce que, vous vous souvenez, dans l'OAIS, on définit le contenu d'information comme l'objet de données et les informations de représentation. Et c'est cet ensemble qui constitue le plus petit élément à archiver. Et c'est bien ce que traite en fait Constance. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, les données qu'on retrouve dans les fichiers, ce sont en fait les réponses que l'on a dans des questionnaires, les réponses aux questionnaires. Ces données, elles, sont encodées en ASCII, cette norme d'encodage de caractères, et donc c'est des caractères alphanumériques qui sont vraiment placés les uns à la suite des autres. Je vous montrerai un exemple pour que ce soit plus parlant. Et donc le principe, c'est qu'une donnée, donc une réponse à une question, est encodée sur un ou plusieurs caractères. Ces données, comme je le disais, sont archivées sur bande DTO dans des fichiers de type texte, donc texte plein, et ils sont ensuite décrits dans les bases SynDoc. Les métadonnées, donc les informations de représentation. Pourquoi on dit informations de représentation? Ce sont en fait les métadonnées qui vont expliquer comment est représentée la donnée dans le fichier, donc comment elle est encodée. En fait, vous allez très vite comprendre que sans ces informations, on perd complètement le sens des données, et si on ne les archive pas, finalement, les données sont complètement illisibles et inexploitables. Comme je le disais, ces informations sont créées finalement par une association entre le producteur et une équipe de spécialistes aux archives nationales et sont donc indispensables. C'est elles qui sont saisies donc, dans les bases documentaires SynDoc, et donc ce qui a été construit, c'est donc un ensemble de fiches dites d'application. Donc en fait, ce sont les informations générales sur les bases de données que l'on archive, les dictionnaires de données qui définissent les données que l'on retrouve dans les fichiers, les fiches de structure qui expliquent comment sont organisées les données, et les dictionnaires de code qui expliquent comment sont encodées les données, donc en fait, que veut dire le caractère que l'on voit dans les enregistrements. À côté de ça, donc, il y a, je le rappelle, la documentation associée papier qui vient contextualiser la production des données et les opérations d'archivage. Donc, dans ces documents, on va retrouver les instructions que l'on pouvait donner aux enquêteurs, les questionnaires d'enquête vierges, des publications, etc. Après réalisation de l'enquête. Et donc, tout cet ensemble a fourni la signification des données et décrit comment elles sont représentées dans les fichiers. Donc, si on passe par un exemple, ça va devenir tout de suite plus parlant. Et ici, il s'agit d'un extrait d'enregistrement issu d'une enquête mobilité géographique et sur l'insertion sociale en 1992. C'est une enquête réalisée par l'INSEE
sur la vie des immigrés et leurs enfants en France. Donc là, il s'agit d'un extrait et vous voyez très bien ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein, on a des caractères alphanumériques placés les uns à la suite des autres et comme ça, on ne comprend pas grand-chose. La partie bleutée dans cet extrait donc, correspond à un enregistrement, c'est-à-dire à un ensemble de réponses à un questionnaire. Si on regarde ensuite donc, les métadonnées, ce que je vous expliquais, les dictionnaires de données, la fiche de structure et le dictionnaire des codes. Donc, en voici un extrait, et c'est ceux qui s'appliquent évidemment aux données de cette enquête. Si l'on cherche à connaître le sexe de la personne qui a été interrogée, il faut donc déjà qu'on consulte le dictionnaire des données pour voir si cette donnée existe, et ensuite qu'on puisse retrouver, donc grâce à une information pivot, cette information dans la fiche de structure. Donc c'est la partie gauche, la fiche de structure, où effectivement on sait qu'il y a une donnée sexe hein, qui fait partie d'un enregistrement qui commence par un double zéro et qui est encodé sur un caractère à partir du caractère numéro 15. Et on sait ensuite, grâce au dictionnaire des codes, que si on trouve 1, il s'agira d'un homme, si c'est 2, il s'agira d'une femme. Et donc, c'est comme ça ensuite que dans l'enregistrement bleuté, il commence bien par un double zéro et ensuite, si on fait une opération, là, pour le coup, très manuelle, qu'on compte jusque 15, on trouve un 2, donc ça veut dire que la personne interrogée était une femme. Donc ça, c'est la méthode qui a été appliquée pendant 20 ans, voire 25 ans, puisqu'on n'était amené qu'à collecter des données issues d'enquêtes. Alors, au départ, sur un noyau vraiment restreint de producteurs, et ensuite, ça s'est effectivement élargi. Et puis, à partir des années 2000, 2005, et encore plus à partir des années 2010, de plus en plus de services, finalement, produisent des archives numériques. Hein, c'est l'informatisation de l'administration. Et donc, nous sommes aussi obligés de collecter de plus en plus d'archives électroniques, de plus en plus nombreuses, mais aussi de plus en plus diverses. C'est-à-dire qu'on ne va plus collecter exclusivement des données qu'on dit structurées, hein, donc ces données issues d'enquêtes, mais on va aussi collecter des documents bureautiques, des documents audiovisuels sonores et des photographies numériques natives, aussi quelques messageries. La méthode s'adapte à un certain temps parce que la masse est encore maîtrisable pour ce petit service. Et par exemple, pour les documents bureautiques, quelque chose qui est fait par le service Constance, c'est la conversion des fichiers Word en PDF, donc quand ce site est encore maîtrisable. À partir de 2015, donc le programme Adamant est lancé et il vise donc justement adapter les outils, les procédures et l'organisation de la chaîne archivistique à ces enjeux que pose justement cette explosion de données nativement numériques. Ça se concrétise donc en novembre 2018, donc il y a 3 ans, avec la mise en service de la plateforme d'archivage électronique qui, comme vous le savez peut-être, s'appuie sur le socle logiciel Vitam, donc qui est notre back-office, et qui s'interface avec un existant, c'est-à-dire notre système d'information archivistique, notre SIA. Et on va prendre en charge des volumes d'archives de plus en plus grands, donc là, d'archives nativement numériques. Toute cette évolution, finalement, rend nécessaire ce renouvellement de stratégie de préservation. On ne peut plus appliquer Constance comme on le faisait avant, même si par contre on s'en inspire encore largement aujourd'hui, par exemple pour archiver des données structurées. Hein. Tout n'est pas acheté, bien au contraire. En premier lieu, donc, ça s'est traduit par une nouvelle manière de sécuriser le train binaire des fichiers par finalement une nouvelle infrastructure d'hébergement de nos données qui sont donc localisées sur 2 sites distants. Et on a aussi en plus un service de stockage à froid. Ce renouvellement, il s'inscrit, comme je le disais en introduction, dans la stratégie 2021-2025 des archives nationales, qui suit les grands principes du cadre stratégique commun de modernisation des archives. Les archives nationales souhaitent se construire comme numérique, et ceci se fait autour de nouveaux usages du numérique.
on doit effectivement renouveler les méthodes de collecte, la pérennisation, c'est ce que je vais expliquer, les services à distance, ils sont à inventer, et la présence sur le web. Cet objectif donc lié à la préservation, hein, c'est l'objectif 22 de l'axe 4 qui s'appelle une mémoire collective pour les générations futures, traduit une volonté des archives nationales de mettre en place une mutualisation des savoirs, des connaissances sur la pérennisation pour construire une nouvelle politique de pérennisation des données et des métadonnées. Et donc, on est amené à renouveler l'approche qui avait été mise en place dans les années 80. Il n'y a pas de solution clé en main pour repenser cette stratégie. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on la construise à partir de zéro, hein, de A à Z, pour qu'elle soit justement adaptée aux spécificités de la collecte d'archives par les archives nationales. Donc, la stratégie que l'on met en place n'est pas forcément reproduisable dans un autre contexte. Ce que je vais faire du coup par la suite, c'est vous présenter, détailler des actions qu'on a déjà engagées, des choses qui sont peut-être un petit peu plus en cours et ensuite des actions qui restent totalement à construire. Donc je vais vous présenter le projet de reprise des données. Ensuite, on ira un petit peu plus sur la collecte avec une première politique format. Je vous montrerai aussi les préconisations que l'on fait pour l'archivage des messageries et je vous expliquerai notre projet de prise en charge d'archives audiovisuelles et notamment des métadonnées audiovisuelles. Voilà, ensuite, il s'agit donc plutôt de choses à accentuer. Hein. Notre inscription dans les réseaux professionnels, on l'a déjà initiée via la cellule nationale de veille sur les formats, mais on peut faire sûrement encore mieux. Et ensuite, dans les choses complètement à créer, il y a donc la rédaction d'une stratégie de préservation. On aimerait aussi créer une base de connaissances sur les formats en la maintenant via un programme d'analyse de formats, que ce soit des formats qu'on peut collecter aujourd'hui ou alors qu'on est susceptible de collecter dans les années à venir. Et enfin, il y a une réflexion à mener sur les outils, donc sur les fonctionnalités à développer pour la préservation dans notre plateforme, que ce soit des fonctionnalités plutôt liées à l'audit, le pilotage ou encore sur les actions de préservation en dur. Donc, le premier chantier donc, qui a déjà bien avancé, c'est celui de la reprise du patrimoine numérique des archives nationales. Hein. Donc, c'est la reprise des données qu'on a collectées entre 1983 et jusqu'en 2018, hein, au moment juste avant finalement qu'on mette en service notre nouvelle plateforme. Et cette histoire finalement s'inscrit dans les 6 migrations précédentes qu'on a pu faire déjà avec Constance. Et comme chacune de ces migrations, l'objectif c'est de garder les données et les métadonnées intègres, authentiques, lisibles et accessibles dans le temps. Et ce chantier couvre aujourd'hui 73 téraoctets de données. Donc, notre objectif, c'est de réussir à constituer des paquets d'informations inversées, hein, des SIP, pour les transférer ensuite dans notre plateforme. Et donc, comment faire ça? Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on partait avec des données à plat qui étaient stockées sur des bancs LTO. Donc, du coup, premièrement, ça veut dire qu'il fallait qu'on rende accessibles les données, donc concrètement qu'on descende les fichiers des bancs LTO. Et les métadonnées, tout à l'heure, je vous avais dit qu'elles étaient dans des bases documentaires, mais pas que. Il y a aussi, depuis l'ouverture hein, de notre SIA en 2012, les métadonnées de gestion et les métadonnées de description dans les instruments de recherche, notamment quand on a commencé à collecter des archives plus bureautiques et audiovisuelles. Donc, il faut rassembler ces données, ces métadonnées qui étaient un peu dispersées pour en faire des SIP. Ces SIP doivent être conformes au CEDA 2.1 implémenté dans Vital. Donc, il s'agit de prévoir la préparation de ces données, ces métadonnées. Et l'enjeu, c'est de transformer donc, des données qui étaient archivées à plat pour en rendre une vue arborescente donc, via le manifeste que l'on trouve dans le SIP, donc, qui va contenir finalement toutes les données structurant les fichiers.
Comment on a organisé ce chantier? En fait, premièrement, on a distingué différents lots de, données, donc d'archives et de métadonnées, hein, qui présentent des caractéristiques communes dans l'objectif d'industrialiser le plus possible les processus de reprise. Donc, c'est-à-dire à la fois la fabrication des SIP, mais aussi leur ingestion, quand cela est possible, dans la plateforme. Donc, le premier lot qui est aujourd'hui en cours de reprise, ce sont les enquêtes statistiques dont je vous ai montré un exemple tout à l'heure. Un certain nombre sont déjà versés dans la plateforme et aujourd'hui, nous sommes donc en train de verser d'autres SIP. Un deuxième lot sur lequel nous travaillons aussi actuellement, ce sont les données qui là sont plus bureautiques, mais pas que, qui sont, elles, décrites par des instruments de recherche EAD. Donc, les opérations de reprise consistent aussi en la transformation des métadonnées EAD vers du CEDA et ensuite d'en faire un paquet en prenant en compte les fichiers. Un troisième lot qu'on a identifié, mais pour lesquels on a à peine commencé l'analyse, ce sont les reportages photos et vidéos de la présidence de la République et du Premier ministre. À côté donc de ces lots que l'on tente en tout cas de reprendre de la manière la plus industrielle possible, il y a de plus petits ensembles qui en fait sont des versements itératifs et ouverts, et donc pour lesquels il faut vraiment qu'on réfléchisse au regard finalement de la collecte. Et ensuite, il y a les autres données, celles pour lesquelles, celles qui ne rentrent pas forcément dans les périmètres que je viens de vous décrire, et donc qui ne sont pas automatisables et pour lesquelles il faut donc qu'on ait une réflexion en tout cas plus isolée sur chacun des versements qui entrent dans ce troisième grand périmètre. Ensuite, si on déplace la focale donc sur les entrées, autre chose que nous avons lancé, donc c'est une première politique de format qui consiste en fait en des préconisations que l'on donne aux archivistes en mission dans les ministères. Et je préfère vous le dire tout de suite, les préconisations que l'on a commencé à faire aujourd'hui sont valables vraiment dans le contexte archi-national. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément utilisable ailleurs, puisqu'en fait, ça dépend de notre offre de service et des moyens que nous assurons pour garantir la lisibilité et l'exploitabilité des données dans le temps. Ces préconisations, à travers ces préconisations, donc, on indique, je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble, des formats acceptés que du coup on s'engage à préserver avec audit régulier, des formats dits tolérés, donc c'est-à-dire ceux que l'on collecte mais sans garantie de préservation sur le long terme, mais que l'on prend en charge, et des formats par contre que l'on refuse, donc c'est-à-dire que nous ne voulons pas collecter pour des raisons techniques, mais aussi selon le contexte, parce que ces formats, ces formats de fichiers ne présentent pas de valeur juridique ou d'intérêt historique. Et dans ces préconisations, on précise aussi les traitements qu'il y aurait à prévoir avant entrée aux archives nationales quand c'est nécessaire. Cette liste, elle n'est pas du tout fermée aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'une première politique de format. Et donc, elle est vouée à être complétée aussi au gré des projets d'archivage que l'on nous propose, et donc à la découverte de formats que l'on n'aurait pas forcément collectés aujourd'hui. Donc, elle est vraiment vouée à évoluer rapidement. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est sur ces 3 petites slides. On a fait donc une liste divisée un peu en grandes typologies de formats. Pour les données structurées, vous voyez, il faut tout de suite rentrer en contact donc avec notre service. Mais ensuite, on a donc quelques préconisations sur les fichiers bureautiques, sur les messageries. Vous voyez, pour les fichiers système, temporaires et raccourcis, etc., ça, on refuse. Et aussi des préconisations sur les images fixes animées et les fichiers son. Ça, c'est une version de nos préconisations qui date de ce printemps. Et donc, on a prévu de la mettre à jour d'ici la fin de l'année au regard justement des projets d'archivage qui ont été proposés cet été et cet automne.
Donc vous pouvez voir par exemple pour les fichiers de compression et pour les messageries qu'il y a certains traitements à effectuer avant versement dans notre plateforme. Et justement, je vais vous présenter ce que l'on préconise pour les messageries électroniques. Aujourd'hui, pour les archives nationales, l'objectif, c'est réellement de garantir la pérennisation de chaque message individuellement et de leurs pièces jointes. Et c'est aussi une manière de répondre à des besoins d'accès, si jamais il y en avait, parce que pour le moment, on n'est pas confronté à ces demandes, mais en tout cas, on serait capable d'y répondre pour des demandes à la pièce. Pour autant, on souhaite aussi se garder des possibilités futures pour représenter les messageries de manière différente dans d'autres environnements que celui du SIA. On sait qu'il y a des différents travaux, que ce soit en France ou à l'international, sur la pérennisation, mais aussi les modalités d'accès, de consultation aux messageries. Donc, on ne veut pas se fermer de porte. Et c'est pour ça qu'on demande aux missions de nous verser 2 SIP. Donc, pour chaque messagerie, on attend 2 SIP. Un SIP qui consiste justement à une messagerie que l'on extrait dans l'outil Recip, donc qui va extraire les messages un à un, et qui sont du coup présents dans leur arborescence de dossiers et de sous-dossiers créés par le producteur de la messagerie. Ces messages, on les conserve au format UML et on les double d'une version texte, du coup complètement indépendante finalement de l'environnement logiciel. Donc le contenu des mails sera toujours lisible. Les pièces jointes sont elles-mêmes extraites et elles sont toujours reliées au mail, donc il n'y a pas du tout de perte de lien ni de contexte. À côté de ça, on demande un autre SIP qui consiste à archiver l'export brut de la messagerie, donc c'est-à-dire le conteneur courriel, PST ou Mbox, mais aujourd'hui on a surtout collecté du PST. Donc c'est le conteneur tel que la mission le collecte, non retraité. Donc si on dit ça de manière plus schématique, pour une entrée sur la partie droite, pour une entrée de messagerie sur la partie droite, on a donc la messagerie extraite, donc avec la vue arborescente des dossiers. Chaque mail est sorti individualisé, en tout cas extrait, archivé en EML et en TXT avec les pièces jointes quand il y en a. Et à gauche, on est donc sur l'export brut de la messagerie, donc le fichier PST par exemple. Et donc avec cette méthode-là, on remplit les objectifs qu'on s'est fixés. On garantit la préservation de chacun des messages. Autre chantier qui est actuellement en cours et du coup parmi les chantiers que je vous ai déjà présentés, c'est celui qui est le moins avancé parce qu'on est vraiment au cœur du projet. C'est celui donc sur les archives audiovisuelles et notamment sur leurs métadonnées. Aujourd'hui, les archives nationales souhaitent préserver et décrire plus précisément ces archives audiovisuelles. Mais il faut utiliser, on est dans notre contexte avec nos contraintes, donc en utilisant le CEDA 2.1 implémenté dans Vitam. On a fait le constat que le CEDA 2.1 n'était pas adapté aux besoins qu'on avait exprimés quant à la description des archives audiovisuelles, que ce soit des témoignages oraux, des enregistrements de colloques, etc. Donc ça, c'est vraiment la typologie qu'on est amené à collecter. Et nous avons besoin de pérenniser, mais surtout d'accéder aux métadonnées techniques de ces fichiers audiovisuels. Cette année, pour faire évoluer le CEDA 2.1 en 2.2, le COPIL a choisi de ne pas faire évoluer cette version en intégrant les balises pour l'audiovisuel. Donc, il a fallu trouver une solution au sein des archives nationales. Et cette solution passe par la création d'une extension dans notre SIA pour ajouter justement de nouvelles métadonnées qui seront acceptées dans notre logiciel, donc le Vitam Archives Nationales, entre guillemets. Ça veut dire que dans notre logiciel, on va avoir le cœur CEDA 2.1, toutes les balises qui sont en tout cas implémentées dans Vitam. Et à côté de ça, on aura donc des balises que nous aurons décidé de créer
pour mieux décrire et préserver les archives audiovisuelles. Ces balises, hein, on n'est pas parti de rien, vu qu'il existe déjà des normes de description de fichiers audiovisuels, et on s'est notamment fortement inspiré de la norme MPEG-7, hein, qui est d'ailleurs déjà implémentée à la Bibliothèque nationale de France. Donc on s'en est inspiré notamment pour les métadonnées techniques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé les métadonnées dont on avait besoin et pour lesquelles on n'avait pas d'équivalent dans le CEDA 2.1. Il s'agissait aussi bien donc, de métadonnées de description, la durée, la licence de réutilisation, etc., que de métadonnées techniques, codec, fréquence d'image, taille de l'image, profondeur de codage, etc., etc. Et donc à partir de cette liste, nous sommes justement en train de définir des noms de balises en se rapprochant de ce qui peut exister dans le MPEG-7. Donc, il faut qu'on définisse l'organisation de ces balises et leur cardinalité. Donc, c'est-à-dire, est-ce que la balise, elle est optionnelle, est-ce qu'elle est unique, répétable, etc., obligatoire, etc. Il faut aussi définir le format des valeurs que contiendront ces balises, c'est-à-dire est-ce qu'on attend dans ces balises une valeur au format texte, au format nombre entier ou décimal, une date, etc. Donc, comme je le disais, on est vraiment au cœur de ce chantier. Pour autant, on voit déjà l'après et il nous semble important de lancer des réflexions sur l'automatisation de l'extraction des métadonnées, notamment techniques de ces fichiers audiovisuels, comme pourrait le faire l'outil Média-Info, par exemple. Donc voilà pour les chantiers qu'on a mis, qui sont déjà engagés, et donc dans les perspectives, donc dans les choses qui restent vraiment à construire. J'aurais pu commencer d'ailleurs par donc le travail en collaboration donc, avec des experts en interne. Il faut qu'on travaille davantage avec eux et aussi à l'extérieur, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, via la cellule nationale de veille sur les formats. On a déjà engagé effectivement des relations, des contacts avec la Dutch Digital Heritage Network, les Archives nationales du Duché du Luxembourg et Bibliothèques et Archives nationales du Québec. Il faut donc qu'on garde des contacts assez étroits avec ces institutions et aussi qu'on du coup lance des contacts avec d'autres organismes. Comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi qu'on approfondisse notre connaissance sur les formats et c'est ce qu'on fait par notre implication dans le sous-groupe connaissance des formats de la CNVF. Nous avons vraiment l'ambition de créer une base de connaissances sur ces formats qui serait donc alimentée par un programme de format analysé, par exemple, de manière annuelle. Et enfin, comme je le disais, il faut qu'on travaille davantage sur la partie outils, que ce soit dans le SIA ou à l'extérieur du SIA, pour mener les opérations d'audit, faire du pilotage et réaliser des actions de préservation à proprement dit, donc conversion, transformation, etc., extraction de métadonnées. Donc voilà, je vous ai fait du coup un état des lieux d'où on en était en tout cas dans cet objectif qui a commencé du coup cette année. J'espère qu'on aura l'occasion de vous refaire un retour d'expérience au terme de cet objectif, donc en 2025, pour vous montrer nos avancées. Je vous remercie beaucoup et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Emeline. Alors, sauf erreur, après consultation du chat, il ne semble pas qu'il y ait de questions pour le moment, mais elles vont peut-être venir plus tard. Donc, je propose peut-être de passer la parole à Yannick Grandcola pour la partie suivante, à moins que... Oui. Merci Dominique et Emeline. Donc, partons pour Pékin avec l'actualité d'IPRES 2021
Et puis ensuite, nous parlerons du World Digital Preservation Day, donc la journée mondiale de la préservation numérique, qui a eu lieu le 4 novembre dernier. Et puis je terminerai par les actualités, les dernières actualités des sous-groupes PAIN. Voilà. Alors, partons tout de suite pour Pékin. On a dû attendre cette année vraiment cette IPRES, cette IPRES qui était prévue initialement en 2020. Donc finalement, reporté du 19 au 22 octobre 2021, avec une version mixte. Donc une première pour iPress, à la fois sur site, donc accueillie par la Bibliothèque nationale des sciences de Chine à Pékin, et puis en ligne, où étaient la plupart des représentants étrangers. Puisque actuellement les conditions n'étaient toujours pas réunies au moment d'iPress pour aller sur place en Chine, avec les restrictions, avec les 20 ou 30 jours de quarantaine imposés, c'était plutôt compliqué. Donc, je vais vous présenter quelques faits saillants de cette édition, avec une intervention dans la session d'ouverture, dans la cérémonie d'ouverture, une intervention remarquée du directeur du site du musée de la Cité interdite, donc qui a présenté à la fois l'historique de la numérisation des collections de la Cité interdite, et puis donc avec c'est presque 700 000 objets déjà, 700 000 photos déjà numérisées, accessibles complètement en ligne, et puis le passage à des documents vidéo depuis une dizaine d'années, et puis maintenant avec la possibilité de visiter en 3D la Cité interdite. Donc pour ceux qui sont amateurs de visite en 3D, c'est possible de le faire en ligne sur site. Et puis, il travaille beaucoup sur la réalité augmentée, donc pouvoir visiter sur place et puis avec son smartphone ou une tablette obtenir des informations. Et pour cela, donc ils se sont équipés en borne Wi-Fi dans un premier temps, et puis actuellement en 5G, puisqu'il couvre la moitié du site en 5G actuellement. Voilà. Donc en espérant que sur une prochaine édition, on puisse aller voir tout ça sur place. Donc on va poursuivre le diaporama. Je vais vous parler un petit peu de l'organisation. Donc il y avait à peu près une centaine d'événements. On était plutôt favorisé en Europe avec le décalage horaire, puisqu'ils ont essayé de faire en sorte que les sessions, la majorité des sessions aient lieu en fin de journée, heure de Pékin, donc moins 7 heures pour nous, donc ce qui était correct. En revanche, pour nos amis américains, c'était un petit peu compliqué, puisque il y avait pas mal d'événements qui commençaient à 3 heures ou 4 heures du matin, donc voilà, un petit peu plus difficile. Donc sur la diapo suivante, on va voir au niveau de l'organisation les auteurs participants, donc toujours les habituels avec 305 auteurs, dont 75 américains. Le Royaume-Uni très bien représenté, puis bien sûr cette année exceptionnellement la Chine. Ensuite, on voit l'Allemagne, l'Espagne qui est très bien représentée, les Pays-Bas comme toujours, et puis une dizaine de personnes principalement pour nous, pour la présentation Aristote peint sur le poster que j'exposerai tout à l'heure. Voilà, on peut regarder la diapo suivante qui nous donne quelques informations sur les participants cette fois, non pas sur les auteurs. Donc avec bien sûr cette fois la Chine
en tête, mais il y a aussi les États-Unis. Je ne vois pas, je crois qu'il y a... oui, donc premier participant, donc la Chine et puis les États-Unis qui sont indiqués à la fin de ce tableau. Royaume-Uni, je crois que par rapport aux précédentes éditions que j'ai pas connues, mais on voit que globalement on a une dizaine de représentants en France. Bon, la répartition européenne est assez inégale, et cette année je pense que les Suisses étaient très peu représentés. Habituellement, ils sont là en force, mais voilà. Donc, on avait en moyenne, donc là, vous avez les chiffres de participation en moyenne en ligne et sur place. Donc, voilà, c'est la cérémonie d'ouverture qui a rassemblé le maximum de participants, avec un peu plus de 300 à la fois sur place et en ligne, un peu plus de 300 personnes. Donc finalement, c'était une bonne édition d'iPress avec 462 participants de 36 pays. Habituellement, c'est plutôt limité aux alentours de 400 places, voire un petit peu moins, puisque en présentiel, on est limité forcément par la taille des auditoriums. Donc là, on avait plutôt un peu plus de monde qu'à d'habitude. Cela dit, même si les États-Unis étaient bien représentés, ils étaient peu présents pour des raisons que je t'exposais tout à l'heure de décalage horaire. Alors, je passe à la suite pour parler un petit peu des programmes. Bon, dans les curiosités des présentations, il y avait cette présentation DNA for DNA, donc de la société française Eurecom, et puis d'autres chercheurs, notamment de l'Imperial College de Londres et puis du Danemark, donc avec un projet pour lequel la Bibliothèque nationale a fourni des jeux de données et des fichiers qui consistent à sauvegarder, donc c'est totalement au niveau de la recherche et de la perspective, mais de sauvegarder sur des cellules ADN synthétiques des informations numériques. Donc l'intérêt, c'est la compacité, la reproductibilité maximum au niveau de chaque cellule ADN. Et puis, bon, après, on attend de voir les résultats, notamment les délais d'écriture, de lecture, enfin, voilà. On vous tiendra au courant, bien sûr, s'il y a des développements qui peuvent nous concerner. Mais je pense que les coûts, pour l'instant, sont prohibitifs et donc très loin de notre univers. Et nous en reparlerons certainement. Quelques prix ont été décernés, donc ils ont récompensé le meilleur article, donc qui était dédié cette année à la préservation des sites et l'accès de sites internet. Donc la présentation a été faite par nos collègues de l'université de Freiburg en Allemagne. Donc cette présentation, ça a été centré sur les questions de préserver l'Internet, donc sachant que Internet Archive a développé dans les années 90 des archives de sites qui étaient relativement statiques, donc c'était assez facile. Et puis aujourd'hui, avec des sites dynamiques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut réaliser des infrastructures spécialisées. Donc nos collègues de Fribourg ont travaillé notamment sur des modes d'accès spécialisés avec des virtualisations d'environnement, des émulateurs qui ont été mis en place avec des systèmes qui permettent aux utilisateurs à distance de consulter en toute sécurité des données des sites internet anciens, et puis des travaux qui restent, je ne vais pas trop m'étendre parce qu'il me reste peu de temps, des travaux qui restent à poursuivre, donc à la fois sur la possibilité de visualiser plusieurs sites ou le même site internet à des
à des dates différentes, et puis piloter différents émulateurs donc de façon simultanée, ce qui demande encore pas mal de développement de leur part. Voilà pour pour cet article récompensé. Je vais parler ensuite de notre poster iPress, donc qui a été présenté lors de la session des posters. Donc, on a été finalement les seuls à respecter le format vraiment poster, c'est-à-dire une page consacrée au poster. Les autres étaient plutôt sur un mode article enfin, avec plusieurs diaporamas. Donc le poster qui a été récompensé finalement était plutôt un diaporama qu'une image fixe. Donc ici on a simplement présenté, eu envie après ces différents confinements qu'on a connus sur la dernière année, on a un petit peu d'air pur et de fraîcheur montagnarde pour présenter les travaux d'Aristote et puis de la cellule nationale PAIN avec les différents sous-groupes pour lesquels je présenterai l'actualité. Ensuite, donc, c'était à la fois donc le groupe format, le groupe sur les outils, sur les expertises et puis sur la traduction. Voilà, on peut continuer notre diaporama. Yannick, excuse-moi de t'interrompre. Oui. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Parce que je crois que j'ai une connexion qui s'est Moi, je interrompue. le Donc, vois. Je le Oui, d'accord, vois. oui, on est oui, toujours oui, au on voit partage. l'écran. Oui, D'accord, oui, super. c'était le son en fait qui a subi quelques petites coupures. D'accord, merci. Désolé Yannick. Voilà. Donc pour terminer avec iPress 2021, pour ceux qui sont encore inscrits, sachez que ou qui étaient inscrits, sachez que l'ensemble, pratiquement toutes les conférences et tous les événements ont été enregistrés et sont visibles sur le site donc d'iPress 2021. Donc pour l'instant c'est pas libre, donc uniquement ceux qui sont inscrits. Donc si vous voulez accéder à certains, le programme était dense, donc si vous voulez accéder à certains événements rétrospectifs, il faudra vous rapprocher d'une personne qui était inscrite. Voilà. Sur la journée de la préservation numérique, donc qui a lieu le 4 novembre dernier, donc ce qui est tout frais, la BNF a présenté un article sur tout transformer pour que rien ne change. Donc, je vais passer rapidement les diapos suivantes. C'est simplement centré sur la problématique des fichiers Photoshop, donc au format PSD, qui ici apparaissent pour notre système pas conforme. Donc on a choisi l'option finalement de conserver à la fois les fichiers originaux, format PSD, en espérant qu'à l'avenir ces fichiers Photoshop soient préservables à plus long terme et surtout communicables à plus long terme avec l'ensemble des données. On peut continuer sur la diapo suivante. C'est-à-dire que bon, sur ce type de document, là on a une affiche, on voit différentes, là sur Photoshop, on a différentes couches qui sont présentées et à la fois texte et image, et on a tout le processus créatif qui apparaît donc sur la façon dont le graphiste a travaillé. Donc ce processus, si on fait une conversion en mode PDF, ce processus va être perdu. Donc les chargés de collection nous ont demandé de conserver au mieux, c'est-à-dire de préserver le document original pour pouvoir avoir une trace de ces différentes couches, de cette création d'œuvres. Ce qui sera sans doute pas facile, pas évident sur le long terme de pouvoir conserver ces traces. Donc, voilà. Et en plus, l'intérêt du format PSD, c'est d'être vectoriel, donc de pouvoir ensuite travailler sur des très très grands formats sans perte de résolution. Donc là, on peut continuer.
je vais passer directement. Donc, oui. Ça va nous permettre de rebondir sur donc à l'occasion de cette journée mondiale de la préservation numérique, ont été présentés les travaux de traduction, notamment du Digital Preservation Handbook, donc qui a été fait par la cellule de traduction du groupe 1. Et on peut continuer, puisque là, je vais passer directement aux actualités de la cellule et des différents sous-groupes. Donc c'est sur la diapo suivante, merci. Voilà, donc j'ai parlé de sous-groupe traduction, donc avec cette parution sur le site de la DPC du Digital Preservation Handbook. Ensuite, le sous-groupe connaissance des formats, donc qui travaille actuellement sur une grille d'évaluation de format de fichier, donc à partir de 9 critères qui ont été établis, donc avec en ligne de mire un certain nombre de questions et de points d'attention qui sont déclinés sur ces 9 points. Et puis une réflexion qui est en cours sur un format interopérable de cette grille pour qu'elle soit lisible et communicable par des machines, donc diffusable facilement auprès de nos collègues en France et à l'étranger. Je vais passer ensuite simplement rapidement sur le sous-groupe outils et corpus, donc qui est en reprise de travaux, donc je vais pas m'étendre. Le mode d'organisation devrait être revu prochainement pour ce sous-groupe. Et puis, pour terminer, le sous-groupe expertise, donc avec la création d'un annuaire, donc des expertises qui soient à la fois nationales, françaises, et puis étrangères, bien sûr, un annuaire qui est alimenté via les actualités, donc des colloques et les activités de différents organismes. Voilà, pour terminer rapidement. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser via le chat. Et sinon, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Yannick. Alors, il y avait une question qui avait émergé dans le chat à propos de l'accès aux travaux des archives nationales, puisqu'il est dit que bien qu'il soit adapté aux archives nationales, que ça pourrait être intéressant d'avoir accès à l'avancée de façon à pouvoir voir s'il y a des choses qui peuvent être adaptées dans d'autres contextes. Oui, tout à fait. Notamment sur le sujet des messageries. Oui, alors pas à l'heure actuelle. En revanche, c'est quelque chose que l'on souhaite faire, de mettre à disposition ces ressources à l'extérieur, ou en tout cas voilà, dépasser les partenaires avec lesquels on travaille quotidiennement. Ça passerait éventuellement par un espace de type GitHub, mais c'est encore en cours de réflexion. Ben, merci beaucoup. Oui, alors, on peut attendre encore une minute pour voir s'il y a une autre question, mais sinon c'est que c'était parfaitement limpide et que Moi, je vais peut-être terminer sur une question qui a été posée sur notre poster en Chine, donc par nos collègues chinois, qui ont demandé comment c'était réalisé, puisque j'en ai pas parlé, simplement pour dire que c'était avec l'application BDNF qui reprend des illustrations, donc des images numérisées qui se trouvent sur la bibliothèque numérique Gallica, et donc cette application qui est gratuite et libre, qui permet de réaliser des illustrations, des bandes dessinées avec des petites fenêtres.
Voilà, donc je sais. Ah, je crois qu'il y a une question d'Anne qui vient d'apparaître dans le chat. Alors, les directives données aux missions en termes de format et constitution de SIP se sont-elles avérées simples à mettre en œuvre? Alors, par rapport au SIP messagerie, c'est vrai que ça s'est fait en fait, ça fait donc 2 ans maintenant que l'on collecte vraiment de manière plus importante les messageries. Donc, c'est vraiment une méthode qui a été construite au moment où voilà, l'émission avait envie de verser les SIP, donc ça c'est bien fait. Et puis, pour les formats, effectivement, comme voilà, la politique est vouée à évoluer en fonction des projets, c'est aussi, voilà, pour le moment, c'est vrai que c'est un peu au cas par cas, selon la complexité des projets qui sont proposés. Et dans les formats que l'on propose déjà, c'est vrai que ce sont des formats de fichiers qui sont voilà, assez répandus, donc pour le moment, ça ne pose pas plus de difficultés que ça. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ce 4e webinaire qui n'est pas le dernier, bien entendu. Il y en aura d'autres. Ah, si je crois qu'il y en a une autre concernant les correspondances en format Outlook enregistrées dans les répertoires en dehors de leur système de messagerie. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on a fait ces cas de figure. Et bon, c'est pas forcément la solution la plus facile à mettre en œuvre, puisque ce qu'on demande, c'est d'isoler les messages afin de les traiter dans ROCIP pour que le même traitement en fait soit appliqué. Donc, c'est-à-dire que le message soit archivé en EML doublé d'une version texte avec extraction des métadonnées faites automatiquement par ROCIP. Donc, dans la mesure du possible, on essaye vraiment d'appliquer le même traitement à ces messages qui ont été conservés dans des arborescences bureautiques. Et une dernière question, quelles sont les recommandations? Mais je crois qu'il n'y a pas la suite, du coup, du coup, je pense avoir répondu à la question si c'était en lien avec la précédente. Je crois que c'est bon, Dominique. Bon, écoutez, un très grand merci à vous pour vos présentations. Et puis, merci à toutes et tous d'avoir été nombreux à assister à ce webinaire. On vous donne rendez-vous pour d'autres sujets. Et puis, si vous souhaitez, comme cela figure sur la dernière diapositive, revoir les webinaires précédents, ils sont à votre disposition sur les pages de la cellule nationale de veille sur les formats sous l'égide du groupe PAN. À bientôt et très bonne journée à toutes et tous. Merci beaucoup. Si, Merci beaucoup. à bientôt.